Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Allô, oui c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce débat, cette conférence débat avec Monsieur Alain Prost. Je vous laisse l'applaudir. Dans un lieu magnifique, hein, cet amphithéâtre est magnifique. Donc je suis Florent Baraco, je suis journaliste au Point et nous allons discuter pendant un petit peu plus d'1h30 sur un thème d'actualité sur la mobilité. Parce qu'il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à une époque, l'automobile était une valeur sacrée, une valeur de liberté, de vitesse, d'autonomie. Et aujourd'hui, avec le changement climatique et pas mal aussi une nouvelle génération qui conteste l'automobile, voir est-ce que cette mobilité est mise en danger, est-ce que cette liberté est mise en danger. Donc, on va discuter une vingtaine de minutes ensemble, et puis après on demandera à notre panel d'étudiants de poser des questions, puis dans une dernière partie,
vous pourrez poser des questions à Alain Prost. Donc je suis ravi d'être avec vous. Donc on va commencer par une question toute simple. Est-ce que le temps, donc qui est la thématique principale de cette édition, est pour vous un allié ou un ennemi ? Écoutez, d'abord, bonjour à tous, ravi d'être là aussi dans ce lieu un peu historique. On est toujours un peu impressionné dans ce genre de bâtiment. Moi qui n'ai pas fait de grandes études, mais j'ai eu la chance d'être passionné toute ma vie par des sujets. Donc voilà, je suis très bien dans cet endroit. Qu'est-ce que un allié ou un ennemi ? Ni l'un ni l'autre, parce que je pense que justement... le temps, c'est à la base, quand on dit en fonction du temps, vous avez des impressions ou une philosophie un peu différente. C'est sûr que la première chose qui vient à l'esprit, moi je suis d'une génération, j'ai 67 ans, tout le monde le sait, donc le temps c'est un ennemi parce qu'on vieillit mais c'est en même temps un allié quand on est curieux, quand on est passionné, parce qu'on peut toujours faire des choses à n'importe quel âge. Et on a aussi l'expérience du temps. Je considère que j'ai appris énormément de choses, que même quand j'ai fait des choses un peu différentes après ma carrière de pilote, j'aurais l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être fait différemment. Donc le temps, ça peut être aussi un allié, mais j'y pense pas tous les jours. Mais sur les circuits, c'était un ennemi, le temps. Fallait aller plus vite que vos concurrents ou que contre le chronomètre. Alors justement, parce que le temps, quand vous parlez de course automobile, la première chose qui vient à l'esprit, c'est quoi ? C'est la vitesse, c'est le temps, c'est le chronomètre, c'est cette notion de rapidité. Alors, quand vous commencez la course, c'est évident que le talent, ce qu'on appelle le talent naturel, c'est-à-dire la manière de pouvoir aller vite quand même derrière un volant, c'est quand même la base. Mais après, justement, avec le temps, vous vous apercevez que c'est comme dans n'importe quel domaine, le talent ne suffit pas, et il faut travailler, il faut progresser, il faut évoluer, il faut du charisme, ça ne s'acquiert pas comme ça, mais surtout pouvoir galvaniser les gens qui sont autour de vous. Et ça c'est du temps passé, c'est de l'investissement, et moi, la notion de vitesse ou de temps ou de chronomètre n'a jamais été mon leitmotiv, quoi. C'est sûrement de pouvoir travailler avec les gens, d'être curieux sur la technologie, on en parlera certainement plus tard, de comment je peux... En fin de compte, la notion de temps, elle est compliquée, parce que quand vous faites de la course automobile, soit vous partez du principe de dire « moi je suis le meilleur au monde et il n'y a personne qui peut me battre ». Ça c'est un peu prétentieux. Ou alors l'autre philosophie, c'est de dire « je suis peut-être pas le meilleur, ou il faut que je mette tout de mon côté pour pouvoir... justement progresser ou peut-être même prendre moins de risques, etc. » Ça, c'était plutôt ma philosophie. Quel est votre premier souvenir de vitesse ? Premier souvenir de vitesse, paradoxalement, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais très, très jeune. J'ai fait beaucoup de gymnastique et d'athlétisme. J'ai toujours été passionné par le sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'étais pas du tout passionné par la course automobile. C'était l'athlétisme et le football. Voilà. Et mes premières notions de vitesse, c'est quand je faisais des championnats d'athlétisme. Je faisais 50 mètres, 80 mètres, parce que quand j'étais très jeune. Et c'était ça voilà, c'est cette notion de vitesse. Après, vous l'avez sur des skis, vous l'avez sur un vélo, vous l'avez sur un peu partout, mais ça n'a jamais été quelque chose de fascinant pour moi. Même quand vous avez commencé dans le karting, ça vous a jamais fasciné ? Non, c'est pas ça qui me fascinait. Souvent, on me posait la question, mais qu'est-ce que ça te fait de rouler à 350 à l'heure sur certains circuits ? Rien. Passer un virage à fond à 300 à l'heure quand vous n'avez même pas une petite barrière de sécurité ou pas de... Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de la vitesse. Mais la vitesse en elle-même ne m'intéresse pas. Vous, ce que vous aimiez, c'était d'être autour de votre kart, de chercher comment gagner 1-2 km/h pour que le kart soit le mieux réglé possible ? Comme j'avais pas de moyens, pas d'argent, quand j'ai commencé le karting, il fallait que je trouve des solutions. Je venais un peu à Paris, je venais en stop d'ailleurs au début pour apprendre à préparer les karts, etc. et les moteurs. Et j'étais champion de France avec un moteur préparé par moi-même. Et ça m'a donné cette curiosité de dire, voilà, vous changez d'état d'esprit tout de suite. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comprendre comment tout marche. Voilà. Et la notion de vitesse, elle se fait, c'est l'aboutissement de ce que vous avez fait. Et si vous pouvez conduire, ça tout le monde me connaît, si vous pouvez conduire à 99% au lieu de 100% parce que vous avez fait tout bien, c'est quand même un avantage énorme.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Alain Prost a gagné 4 titres de champion du monde de Formule 1. Vous avez gagné 51 Grands Prix, mais alors, vous n'avez signé que seulement 33 pole positions, c'est-à-dire quand vous êtes battu contre le chronomètre. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'était c'était pas mal quand même. Hein. Pas exagéré. Mais non, mais c'est vrai que la période dans laquelle je courais était quand même un peu différente de celle que l'on voit aujourd'hui. La pole position, c'était des exercices spécifiques avec des pneus de qualification, des moteurs de qualification, des réglages de qualification. Et puis, j'étais peut-être pas le meilleur là-dessus, notamment sur l'utilisation des pneus de qualif à l'époque. En plus, je suis tombé sur un vrai spécialiste qui était Ayrton Senna, qui était vraiment exceptionnel sur un tour. Donc, ça fait que voilà, j'ai fait 80, je ne sais pas les statistiques, mais je crois 85 fois la première ligne ou 90 fois en première ligne. Donc, ça veut dire, c'est quand même pas si mal. Mais moi, je travaillais beaucoup pour la course, ça c'est sûr. Je réglais beaucoup ma voiture en course. Et donc j'étais un peu mieux en course, mais après le problème c'est qu'il fallait doubler celui qui était en pôle, quoi. C'est un peu compliqué. Et c'était très compliqué. Et là, il fallait aussi prendre son temps pour doubler. Il fallait pas y aller comme un dératé, contrairement peut-être à Ayrton Senna qui, lui, prenait pas son temps. Prenait certainement un peu plus de risques, donc d'être impatient ou de prendre... Voilà, il y a quand même une certaine prise de risque. C'est toujours le compromis, comme dans la vie, à trouver entre la patience ou l'impatience, la prise de risque, trouver le bon moment, le trou, hein, comme on dit dans le jargon. Et c'est ça, c'est le compromis qu'il faut trouver. Pouvoir assurer aussi une place quand vous voyez que c'est un peu risqué. Après, vous pouvez juger, vous pouvez dire ces choses-là, par exemple, sur une course spécifique, mais quand vous le faites sur une saison ou quand vous le faites sur une carrière, et je dirais même presque sur une vie, là, vous apercevez que la notion, elle est quand même un peu différente de prise de risque. On vous a appelé tout au long de votre carrière le professeur. Est-ce que ce surnom vous a un peu énervé? Au début, je l'ai trouvé très prétentieux et j'étais vraiment contre ce prénom. Et puis après, de toute façon, c'est là, vous pouvez rien faire contre un surnom qu'on vous donne, pas le prénom, un surnom. Et puis maintenant, j'en suis très fier parce que ce surnom m'a été donné en 83, donc il y a presque 40 ans. Et je l'ai toujours, et beaucoup d'ailleurs à l'étranger, encore plus qu'en France. Donc ça veut dire que c'est quand même une petite réussite, quoi. C'est sympathique. Alors, vous parliez de patience tout à l'heure. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Pour vous, la Formule 1 est un sport de patience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que il y a la notion qu'on vient d'exprimer sur la course elle-même, c'est-à-dire d'être relativement patient, de pas prendre de risques inconsidérés. Moi, j'ai vu des pilotes quand j'ai commencé à courir, que ce soit en karting, dans les formules de promotion. Quand vous dites par exemple un coup de volant, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un très bon coup de volant, j'en ai vu beaucoup. Voilà. Mais souvent, c'est aussi par impétuosité, impatience, vous appelez ça comme prise de risque supplémentaire. Et ce sont des gens qui n'arrivent pas à se canaliser. Et ça crée vraiment, c'est pratiquement impossible parce que dès que vous montez dans la hiérarchie, personne ne va vous faire confiance. Donc il faut être patient dans les réglages, dans l'attitude que vous avez aussi. Imaginez-vous sortir de la voiture et être énervé tout le temps avec vos ingénieurs, vos mécaniciens, etc. Ça peut pas marcher. Donc c'est un vrai travail parce qu'il faut pouvoir imposer ce que vous voulez aux gens, toujours avec calme, avec sérénité. Et puis comprendre aussi que les gens travaillent pour vous, mais que ça ne peut pas se faire non plus d'un moment à l'autre. C'est assez difficile psychologiquement à comprendre. Aujourd'hui, la saison de Formule 1 a commencé. Est-ce que vous vous retrouvez plus du côté de Lewis Hamilton qui, pour ceux qui ne suivent pas, galère cette année avec une voiture qui est moins rapide, mais qui construit Grand Prix après Grand Prix pour essayer de s'améliorer, ou vous vous reconnaissez plus sur, par exemple, Max Verstappen, où ça marche tout de suite pour lui? Je ne pense pas qu'on puisse se comparer par rapport à la performance d'un pilote et la voiture du moment. Parce que Lewis, aujourd'hui, avec sa voiture, on ne peut pas le comparer avec Lewis l'année dernière, les 4 derniers Grands Prix où il était extrêmement dominateur. Personnellement, je me rapproche peut-être un peu plus du style de Lewis que de celui de Max, qui est peut-être un peu plus on va dire le panache, entre guillemets, l'agressivité d'Ayrton à l'époque.
Bien que Ayrton, si vous le voyez au début de sa carrière et à la fin de sa carrière, il n'était plus du tout le même pilote et la même personne. Donc c'est pour ça que d'habitude je me compare pas avec un autre, ou j'essaye pas, et je ne fais jamais chaque année on vous demande le classement des pilotes. Ça fait 40 ans qu'on me demande ça, jamais je le fais, parce que c'est pas possible. Le pilote, c'est une combinaison entre lui-même, le travail avec son équipe, sa performance bien sûr sur l'année, c'est pas si évident. Lewis a été exceptionnel en fin d'année dernière. Aujourd'hui, parce que la voiture est moins bien, on le met presque au pilori, on dit qu'il est trop vieux. Non, attendez, c'est pas bien. On le voit, il est en train de chercher comment améliorer. C'est là qui se rapproche peut-être le plus de vous, c'est-à-dire qu'il a une logique peut-être presque, il intellectualise pour savoir comment il peut gagner place après place à chaque Grand Prix. Si on extrapole un peu sur le plan humain, je trouve que par exemple l'année dernière, pour ceux qui ont suivi la F1, il perd le championnat au dernier tour, d'une manière quand même assez plus qu'équivoque et pour ne pas dire pas très correcte. Il a été hyper classe. Et ça a été même surprenant, et il a fait un hiver sans commentaire. Il est aujourd'hui un peu rentré dans le rang à cause de la performance de sa voiture, et il est toujours très classe. Donc il nous montre un visage un peu différent, et je trouve ça plutôt sympathique. Ça veut dire qu'en fonction aussi des performances, des événements, l'humain peut changer, et ça reste un humain. On parle des pilotes, mais ça reste un homme derrière. J'espère qu'il va revenir un petit peu en performance devant, parce que ça peut nous donner une belle fin de championnat. Sur les 4 titres que vous avez remportés, est-ce qu'il y en a un où vous êtes le plus fier? Vous avez dit, je l'ai gagné, peut-être celui-là, il a une saveur particulière. Oui, 86, ça c'est sûr, parce que 86, c'est l'année où on est dominé. Donc, et on a fait une saison exceptionnelle en termes d'ambiance dans l'équipe, avec Keke Rosberg à l'époque, mon coéquipier. En face, on avait la Williams avec le moteur Honda, et Piquet et Mansell qui se bagarraient l'un contre l'autre. Donc on a profité de leur lutte, mais on a fait humainement sur cette saison, personne ne peut le voir de l'extérieur, parce que ce n'est que de l'interne, une saison parfaite, donc la satisfaction était bien entendu plus grande. Et 94, voilà, c'est votre dernier titre. 93. 93, c'est votre dernier titre. Vous revenez, et c'est quand même formidable aussi. C'est pas ma meilleure saison sur le plan humain, et moi sur le plan humain, il n'y a que ça qui compte. C'est l'humain qui compte. Ouais. Alors, quelle sensation vous avez éprouvée en 1986 en frôlant le mur du son au sein d'un Mirage? Est-ce que vous pouvez nous raconter quand Alain Prost, pilote de Formule 1 qui va à 350 sur la ligne droite de Monza, rentre dans un Mirage et frôle le mur du son? Je crois que je l'ai fait en 85 et 86, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois à Mont-de-Marsan, et une expérience exceptionnelle parce qu'on l'a fait avec trois avions. Moi j'étais dans un Mirage 3 et le général Norlin à l'époque dans le nouveau Mirage 2000, et on a fait simulation de combat. Et là, c'est la seule chose qui m'a donné autant de frissons, de sensations, en dehors de la F1, bien entendu, parce qu'on est dans un élément nouveau, bien entendu, l'air, c'est pas pareil. Et l'année d'après, j'ai fait avec lui, parce que j'avais 42 fièvres, et j'ai pas pu refaire la même chose. On a fait du vol en Razmot avec des loopings, etc. C'est exceptionnel. Et c'est parce que quand vous connaissez la F1, il n'y a rien qui peut vous donner quelque chose d'aussi incroyable en termes de sensations. Vous allez sur n'importe quel circuit avec des voitures qui soi-disant sont exceptionnelles, ça n'a rien à voir. C'est un monde à part. Et cette expérience m'a vraiment amené beaucoup. Vous avez eu peur? J'ai été malade un peu pendant un petit quart d'heure. Il y a un peu de fumée quand même parce qu'on est l'un derrière l'autre. Donc il y a pas mal de gaz derrière. Et puis, il y a cette simulation de combat où vous voyez, vous avez le petit bouton rouge, vous voyez, dès que vous avez chopé l'avion, vous savez qu'il y a un missile qui part. Il y a tout un truc qui vient dans votre imaginaire. On dit, bon, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est comme ça pendant la guerre. Donc vous avez une sorte d'excitation en même temps. Peur, non, pas peur du tout. Mais une impression, parce que vous savez, on parle beaucoup de la force centrifuge. Nous, on a énormément de force latérale. Là, c'est longitudinal. Vous avez la combinaison anti-G, mais c'est pas du tout le même feeling. Par contre, il y a une chose que je pourrais plus jamais faire aujourd'hui, parce que je suis devenu un peu claustro. Et c'est quand on vous enferme avec des vis et un tournevis sur le cockpit. Alors ça, je pourrais plus. Voilà. C'est des belles expériences que je pourrais pas renouveler.
Alors après votre carrière, vous avez aussi, vous m'avez dit avant la conférence, vous avez vous avez obtenu votre brevet de pilotage, c'est ça? Vous avez piloté? Oui, j'ai eu oui, j'ai voulu piloter. Je pilotais déjà un peu en vol à vue. J'ai passé ce qu'on appelle l'IFR, le pilote professionnel. Donc vous n'avez jamais voulu un peu lever le pied, prendre votre temps? Non, j'ai profité du temps que j'avais à ce moment-là pour faire autre chose. C'était très compliqué d'ailleurs parce que c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et j'ai arrêté d'ailleurs de piloter quand j'ai racheté l'écurie à l'époque, quand j'ai fait mon écurie, parce que ça devenait un peu compliqué. C'est le vrai regret de ma vie. Alors, l'automobile fait partie de votre vie. Comment vous vivez sa remise en cause comme élément structurant de la société? Donc, on parlait de changement climatique avec de plus en plus de normes, les voitures interdites dans les villes. Comment vous vivez un peu cette remise en cause? Alors, je la vis très mal parce que... Enfin, je la vis très mal, il ne faut pas exagérer, mais je la vis mal parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé depuis le début. Vous voyez que vous avez compris que depuis le début que je fais de la course, même en karting, etc., j'ai toujours voulu m'intéresser, être curieux sur la technologie, etc. J'ai suivi l'évolution de l'automobile parce que pour moi, la F1, c'est l'évolution de la technologie. J'ai suivi toute la technologie. On a participé indirectement, on était un peu même des cobayes sur certaines technologies que la course automobile a amené et amène encore à la voiture de série. En dehors des matériaux, bien sûr, le carbone, enfin tous ces matériaux, etc., qu'on a fait évoluer, mais même les moteurs aujourd'hui sont assez extraordinaires. Par contre, oui, je ne partage pas ce qui est fait aujourd'hui du tout, même si je suis un fervent supporter et défendeur de la voiture 100% électrique, mais certainement pas sur une mono-technologie. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui vont, à mon avis, à l'encontre déjà des émissions globales. Parce qu'il faut quand même comprendre quand même que les émissions de CO2 de la voiture, l'industrie de la voiture, c'est 6% sur le plan mondial, à peu près 15% sur un pays comme la France. Et il y a certainement mieux à faire que d'avoir une monotechnologie sans avoir de politique de la ville notamment, parce que la voiture électrique c'est quand même en priorité pour les villes, sans avoir des systèmes de recharge, notamment les recharges rapides, parce qu'il ne faut pas me dire que quand on charge en mettant au moins 1 heure pour charger dans le futur, ça va fluidifier le réseau. Et puis c'est quand même un vrai problème sur le plan industriel, même sur le plan social. Voilà. Alors qu'il y a plein d'autres solutions avec d'autres technologies, qu'elles soient ciblées. Et ça, c'était dont on avait fait, puisque moi, indirectement, c'est moi qui ai introduit le 85 en 2006, dans la mission que j'ai faite pour le gouvernement. Et à l'époque, on avait fait un rapport en parlant déjà de ça. Voilà. Par exemple, biocarburant, bien entendu, parce qu'il en faut. C'est dommage qu'on a raté un petit pas, puisqu'à l'époque, le 85, c'était fait pratiquement 80% des betteraves, de la culture de betteraves. Depuis, il y a presque 15 000 petites exploitations qui ont disparu, parce qu'il y a eu la réforme de la PAC. C'est très compliqué, parce qu'on est carrément dans la politique. Oui, ça touche plein de domaines. Ça touche pas uniquement le domaine automobile. Énormément de domaines, parce que quand on dit voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on avait calculé pratiquement 1 million d'emplois en moins sur 10 ans, on y sera. Parce que les voitures électriques sont moins compliquées, il n'y a pas de boîte de vitesse, il y a moins d'entretien, donc c'est toute la filière de l'automobile et qui va être impliquée. Si c'est pour faire donner le tapis rouge aux Chinois, etc., je trouve que c'est quand même un peu grotesque. Il y a des voitures qui sont très très efficaces, mais après, tout le monde n'a pas la même utilisation de la voiture. Et la voiture, ça reste un élément, justement, on parle de ce domaine de la liberté aujourd'hui, ça reste un élément exceptionnel de liberté pour les gens. Donc là, on peut avoir un débat, on peut répondre à des questions. Je connais bien le sujet, c'est vraiment... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains vont parler d'hydrogène. Hydrogène, fantastique pour les camions, les bus, etc., pour les gros véhicules. Électrique, 80% pour les villes. Mais moi, j'ai un vélo électrique quand je viens à Paris, j'ai un vélo électrique à Genève, mais par contre, j'ai une voiture que je veux assez grosse parce que j'ai toujours soit mon vélo, soit mon sac de golf. Et je fais, en moyenne, quand je fais des voyages, c'est 400 km. Je ne le fais jamais avec une voiture électrique. Et si je le fais avec une voiture électrique demain, je veux pouvoir charger en 10 minutes, un quart d'heure. C'est la logique même. Il y a aussi des professionnels de la route. Mais si quelqu'un fait que de l'autoroute aujourd'hui,
la meilleure technologie, ça reste le diesel. Par contre, interdit le diesel dans les grandes villes. Ça, c'est sûr, parce que c'est quoi? C'est l'émission de dioxyde de soufre, etc. Tout ça, c'est très connu. Mais il y a déjà eu des rapports qui ont été faits depuis 2006. Quand je vous écoute, en fait, il ne faut pas globaliser. On ne peut pas dire on va interdire le diesel pour toute la France. Il faut l'interdire dans les villes. Après, quand vous avez des gens qui prennent les décisions à Bruxelles, bon, dans lesquelles on interdit le diesel, là on dit 2035, plus de voitures thermiques, même les voitures hybrides. On vous dit il faut des recharges rapides tous les 60 km sur le réseau. Alors qu'il y en a à peu près 250 000, il en faudrait 6 millions. Donc, vous voyez, il y a aussi des choses possibles ou pas possibles. Mais pendant ce temps-là, la transition énergétique, s'il y a moins de carburant, c'est 40 milliards d'euros pour l'État en moins chaque année, les taxes. Mais aujourd'hui, ils donnent des bonus pour des voitures électriques. Et si en plus on a le courant, enfin l'électricité, pardon, qui va coûter encore plus cher, il y a un moment, l'économie ne va pas suivre. Alors c'est bien beau de parler que de CO2, mais ce qu'il faut, c'est parler de la globalité. Et ce que je dis là, c'est partagé par beaucoup de gens, mais là on est dans un domaine où il faudrait quand même essayer de, voilà, dans la notion de temps, à ralentir un peu. Essayer de voir que c'est pas de dire non, ok, faites pas ça en 2035, faites ça en 2040 ou en 2050, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est faire des propositions. Parce que sincèrement, aujourd'hui, vous allégez une voiture, mais vous gagnez, vous améliorez le CX, c'est-à-dire l'aéro, vous gagnez déjà 3-4% de consommation, et il y a plein de sujets à faire au niveau des villes aussi. On va vous dire que le temps presse pour la planète, le temps presse, donc il y a deux temporalités qui peuvent s'opposer. Oui, d'accord, mais quand vous faites, tout dépend si vous voulez vous parlez de CO2 par exemple, si vous voulez parler que d'un pays, que de la France, mais aujourd'hui on est parti pour faire des centrales de charbon qui sont en Allemagne, en Pologne, etc. C'est à côté. Donc vous voyez, il y a une globalité. Les batteries qui sont fabriquées en Chine ou en Corée, ils font des containers énormes, ils les transportent en bateau, ils arrivent ici, nous on doit les recycler. Il y a tout un sujet qui n'est, sincèrement, je trouve qu'on est, là pour le coup, on n'est pas en avance, on est en retard. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et là, je suis en train de travailler sur des systèmes de stockage de batteries depuis cette semaine, avec des systèmes ultra rapides de recharge, au moins pour avoir une petite pierre à l'édifice, et puis ça me permet de rester dans le milieu, mais je pense qu'il est temps de réagir. Est-ce que vous avez déjà conduit une voiture électrique? Oui, bien sûr. J'ai fait presque tous les essais avec les voitures hybrides et voitures électriques. Peut-être pas tous les modèles, mais énormément, bien sûr. Et la sensation pour l'ancien pilote de course Alors, moi, j'ai une notion de la voiture qui est paradoxale. J'ai jamais eu de voiture de sport. Pour moi, la voiture, c'est un élément d'utilité, une notion de plaisir, parce que quand je suis dans ma voiture, tout à l'heure on parlait de liberté, je me sens libre. Même quand je suis dans ma voiture, je sais ce que je fais, je vais d'un point à un autre, je veux de la place parce que, comme je vous ai dit, j'emmène des choses. Et donc, j'ai pas envie qu'on m'enlève ça. Voilà. Mais je suis pas un fan du sport, de la vitesse aussi en voiture. En termes de bruit, le bruit du moteur électrique n'est pas le même que le... Peu importe, c'est pas le bruit aussi, mais j'aime pas le bruit. Oui, c'est la fonction utilitaire de la voiture. C'est que l'utilité. Alors c'est peut-être c'est un peu pragmatique. Malheureusement c'est pas peut-être ce que vous attendez, mais c'est pas un problème. Voilà. Mais j'ai pas envie qu'on m'enlève la moitié de la capacité de mon coffre. J'ai pas envie de faire comme j'ai fait une fois une expérience où je m'arrête avec une voiture électrique et j'ai attendu 4 heures pour recharger parce qu'elle était en panne et il y avait la queue. Ça c'est pas possible. Je peux comprendre les gens parce que la voiture pour des gens, c'est pour la majorité des gens, c'est un outil de travail. Voilà, c'est pas uniquement le plaisir d'aller en vacances, quoi. Voilà, c'est pas que ça. Est-ce qu'en s'en prenant à la voiture, on s'en prend aussi un peu à la liberté? Sincèrement, la liberté aujourd'hui, elle est quand même... la liberté, c'est normalement le minimum de contraintes. Donc vous avez quand même beaucoup de contraintes et c'est pas fini. Si avec ça... Mais bon, il y en a quand même beaucoup à côté. Donc oui, moi je me pose plein de questions sur ce sujet-là, parce que c'est en fin de compte le reflet de la société. Alors je ne suis pas du tout pessimiste, mais je pense qu'il faut quand même de temps en temps réagir, mais je ne sais pas comment on peut faire, parce que là aujourd'hui on est dans
dans une situation qui est encore plus compliquée avec les événements qui arrivent. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est ça le problème. Une dernière question avant de passer la parole au panel. L'état de l'industrie française sur l'automobile verte, si on peut l'appeler comme ça, est-ce que vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste? Est-ce qu'on a du retard? Est-ce qu'on est en avance? Alors, je ne pense pas qu'on ait du retard. Je pense que tout le monde va dans un sens qui est en fin de compte obligé, parce que la Commission européenne a mis des normes tellement strictes sur notamment les émissions de CO2 avec Euro 7 et puis bientôt les autres, que de toute façon, il faut aussi savoir que c'est sur la gamme que vous faites les tests, on ne va pas en parler, c'est pas le sujet, mais c'est un gag, voilà, les tests qui sont faits sur les rouleaux. Mais ils sont obligés, les constructeurs, d'aller dans ce sens-là. Donc le mouvement, c'est vrai qu'aussi c'est uniquement avec les règles qu'on arrive à faire avancer les choses. Le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va avoir les Chinois, on va avoir d'autres pays qui vont arriver avec des voitures qui, puisqu'elles sont moins compliquées à faire sur le plan technologique, beaucoup moins chères. Et donc ça va déstabiliser encore. Donc c'est pas un problème de. J'espère que tout le monde sera prêt, qu'on aura des voitures complètement différentes, qu'on jouera peut-être le côté un peu patriotique, etc., etc. Et puis aussi qu'ils pourront aussi vendre plus loin. Je suis pas ni pessimiste ni optimiste, mais un peu inquiet quand même pour toute l'industrie, notamment en Europe. Okay. Merci beaucoup. Alors on va donner la parole à nos deux étudiants, Hugo Bérivin et Sam Pérez. Je vous laisse intervenir. Moi, j'ai posé mes questions. Je suis en repos là. Donc, bonjour, je me présente Hugo Bérivin, étudiant en première année en école d'ingénieur aérospatial à l'IPSA Toulouse. Donc, vous avez parlé de l'écologie, vous avez abordé ce terme, et nous, on voudrait savoir pour vous quelle pourrait être la mobilité du futur à travers tout ce qui est présent aujourd'hui. Alors, j'en ai un petit peu parlé là, parce que c'est vrai que ça en a un petit peu extrapolé. On parle d'automobile, bien sûr, parce que, je pense que, en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ce que je pense depuis très très longtemps, sur une multi-technologie. Je suis un peu idéaliste, mais je considère qu'il faudrait peut-être aussi être encore un peu plus citoyen que ce que l'on est aujourd'hui. Mais en même temps, ça passerait par une éducation et une information qui soit extrêmement précise, honnête, c'est-à-dire pas sous le couvert de certains lobbies, etc. Je m'explique. C'est-à-dire que normalement, par exemple, la voiture, je vais te donner un peu l'utilisation de ma voiture pour moi. Donc aujourd'hui, une voiture 100% électrique ne m'irait pas. Voilà. Parce qu'en ville, je n'utilise pas de voiture. Donc des gens qui travaillent à côté de grandes villes, par exemple comme Paris, ils sont obligés d'avoir une voiture, enfin pour la majorité. En 2006, quand on avait fait le rapport, on avait regardé, c'était en moyenne, c'est 25% du salaire de couple moyen qui habite autour de Paris, 25% qui vont sur la voiture, dérivés, assurance, etc., essence, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être même certainement plus. Donc voilà, moi, sur le plan de la technologie, et notamment pour réduire le CO2, en dehors de la technologie, par exemple, de réduire le poids des voitures, etc., parce qu'on fait des voitures de plus en plus lourdes. Une voiture hybride, par exemple, bon, là, je connais bien le domaine, sincèrement, il y en a qui sont super, mais aujourd'hui, par exemple, en France, ce sont des flottes qui achètent les voitures. Ce n'est pas des jeunes, c'est des flottes. Et on achète des voitures hybrides parce que, de toute façon, les flottes, sinon, ils paieraient des malus. Donc on achète pour pas avoir de malus, mais en fin de compte, 70% des gens ne rechargent jamais leur voiture. Parce que ça les emmerde au bout d'un moment, et puis de toute façon, certains n'ont même pas la possibilité de le faire. Ce qui veut dire que vous roulez au quotidien avec des voitures qui ont entre 300 et 400 kilos de plus qu'une voiture normale. Donc c'est une émission de CO2 supplémentaire. Ça c'est prouvé. C'est prouvé. Donc tout ça, ça doit disparaître. Voilà. Maintenant, celui qui fait, tout à l'heure je parlais du diesel, qui fait des grands trajets, sincèrement, il n'y a pas une technologie qui est meilleure aujourd'hui, mais avec le bon filtre à particules, etc. Donc ça, si on arrivait à dire, vous avez quelle utilisation de votre voiture, vous devez avoir cette technologie, ça c'est le monde idéal de la mobilité pour demain. Après, bon, en dehors des trottinettes, des vélos électriques, etc., que je partage, même si c'est compliqué dans certaines villes,
Mais c'est vrai que c'est quand même assez génial. Ça, mais aujourd'hui, on part dans un truc, on part dans une direction sans avoir une autre voie. Et c'est ça qui me chagrine, parce que tout l'investissement qui est fait là-dessus, il n'est pas fait sur d'autres domaines. Et c'est plus une critique que des propositions, mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Mais les gens n'écoutent pas. Quand vous parlez à certaines personnes de Bruxelles, ils vous disent « mais oui, on le sait, mais il faut y aller ». Voilà. Donc c'est un mauvais sujet. Vous parliez juste d'éducation. Comment on éduque ces gens à ce type d'utilisation de l'automobile différenciée? C'est à l'école Écoutez, sincèrement, en 2006, quand j'ai fait la mission sur le 85, j'ai regardé les rapports qui ont été faits sur le dioxyde de soufre, c'est-à-dire qui est émis par les moteurs diesel, au Japon et aux États-Unis. Il y a 2 rapports extrêmement précis. Et je l'avais donné d'ailleurs au ministre, je ne vais pas dire son nom à l'époque. Les gens ne regardent pas les rapports en France. D'accord ? Pourquoi il n'y avait pas de diesel ? Je me suis posé la question, pourquoi il n'y avait pas de diesel au Japon et aux États-Unis ? Mais c'est vrai qu'un moteur diesel sans filtre à particules émet ce qu'on appelle le dioxyde de soufre, les NOx, qui sont extrêmement cancérigènes. Ils sont pas bons. Et ceux-là, ils sont extrêmement nocifs en ville. Parce que c'est quand vous faites accélération, freinage. Vous savez que les gendarmes couchés, aujourd'hui, c'est un élément incroyablement perturbateur pour les émissions de CO2. Quand vous freinez, que vous accélérez, etc. Et il y en a plein de trucs comme ça. Vous élimineriez tout ça, vous éliminez, c'est les 0,5% par-ci par-là, et vous arrivez à des sujets incroyables. Et à l'époque, en 2006, j'ai pris ces rapports, mais rappelez-vous ce qui a été fait en 2006. Des bonus pour des petites voitures françaises, diesel, sans filtre à particules, qui étaient extrêmement mauvaises en émissions de NOx, et on a donné les premiers malus. À l'époque, c'était les Audi Q5, Q7, etc., avec des filtres à particules super, mais qui coûtaient, à l'époque, entre 1500 et 2000 euros le filtre. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de logique. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on dit, bon, il faut faire confiance aux politiques, à ceux qui font les règlements, mais le côté citoyen commence par là. Mais vous avez aussi les lobbying, machin. Moi, j'ai vu avec le 85, les biocarburants, les pétroliers, etc. Maintenant qu'ils voient qu'il faut y aller, ben, tout le monde y va. On avait prévu 230 stations de E85. Aujourd'hui, il y en a 6000 ou 7000. Et puis, c'est en train de se développer comme ça. Ça prend toujours un peu de temps. Donc, le citoyen, c'est un mélange entre le pouvoir politique, entre l'information, les médias notamment, et le côté citoyen, un peu des gens qui disent, bon, ben voilà, il faut que je mette aussi... il faut que je fasse un effort, il faut peut-être pas que j'aille dans ce sens-là, etc. Alors que là, aujourd'hui, on impose, et c'est là où la liberté, elle est complètement mise à mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté de choix. Vous n'aurez peut-être pas la liberté de choix, mais ça ne va pas convenir à tout le monde. Hugo, Sam ? Alors, du coup, bonjour, Sam Pérez, aussi étudiant à l'IPSA. Je voulais vous demander, en tant qu'ancien pilote automobile, y a-t-il quelque chose qui vous faisait ressentir de la liberté en pilotant ? Et du coup, quelle est votre vision de la liberté ? Désolé, mais j'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, est-ce en étant pilote automobile, il y avait quelque chose en particulier qui vous faisait ressentir de la liberté Oui. Alors, moi, j'ai vécu la période où, alors complètement à l'opposé de celle qu'on connaît aujourd'hui. La différence pour ceux qui connaissent pas bien, on est parti dans un domaine d'informatique, enfin de ce qu'on appelle les data, quoi. Voilà, donc vous avez absolument tout à disposition pour schématiser. Nous, on était dans la voiture, on faisait tous les essais, possibles, imaginables, hein, que ce soit de pneus, de moteurs, etc. On faisait même les essais d'endurance sur place. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est fait au banc d'essai, que les simulateurs à tous les niveaux sont légion partout. Et nous, on donnait l'information aux ingénieurs. Aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui donnent l'information aux pilotes. Donc c'est vrai qu'on sentait une vraie liberté à l'époque, parce que c'est une liberté de choix. Moi, j'ai jamais quelqu'un qui m'a réglé ma voiture. En fin de compte, bon, il y avait un échange avec l'ingénieur, bien sûr, mais je disais, fais ci, fais ça, etc. Et je dirais même, en extrapolant, si j'avais envie de mentir dans la voiture, je mentais. Je pouvais raconter n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, les ingénieurs voient absolument tout, au moindre détail, que ce soit frein, pneus, les températures, etc. Savoir aujourd'hui, par exemple, sur un Grand Prix de F1, vous avez à peu près 80 personnes qui sont sur place, hein, avec des écrans de partout. Vous avez à peu près 35 personnes en moyenne qui sont à l'usine
pour la plupart en Angleterre, avec les mêmes écrans, les mêmes infos. Ça, c'est la partie châssis, et à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes à la partie moteur. Et tous communiquent entre eux. C'est même eux qui peuvent donner à distance des informations ou des conseils sur des réglages, etc. Donc le pilote, c'est un exécutant. Alors que nous, on était celui qui pouvait tout faire, tout décider, tout penser, etc. On était celui qui finissait le film. Donc oui, on sentait quand même une grande liberté. Moi, quand j'étais, puisque j'ai arrêté cette année, mais derrière les écrans, que je voyais tout ce qui se passait, sincèrement, il y a un moment, je dis, mais comment on a fait nous pour faire ce qu'on a fait, et comment le monde a évolué comme ça. Mais le monde a évolué dans ce sens-là, on le voit bien. Est-ce que la victoire d'un Grand Prix ou d'un championnat vous faisait sentir plus libre? Pas compris. Est-ce que la victoire d'un Grand Prix ou d'un championnat? Ah, la victoire, pardon. Non, pas plus libre. Non, le fait, le sentiment d'avoir un travail bien accompli, mais le sentiment de liberté, non, vraiment uniquement par rapport au travail, non, vraiment. Donc ça veut dire que la liberté, est-ce que vous travaillez? La liberté, c'est dans ce cadre-là, faut être lucide, hein, on n'est jamais libre totalement. Donc vous êtes toujours déjà dépendant, mais c'est pas la même chose que la contrainte dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrainte, c'est un travail en commun, on est dans le même bain, on est dans une équipe, on est dans un challenge permanent, parce que donc il n'y a pas de notion vraiment d'alignation ou bien de problématique. Peut-être aujourd'hui, je me sentirais certainement moins libre par rapport à ce que j'ai connu, hein, parce que quand vous n'avez pas connu les choses, vous pouvez vous adapter à tout. Mais aujourd'hui, oui, je me sentirais beaucoup moins libre que ce que j'ai connu dans le passé. Mais rien à voir avec le travail, avec le succès ou même la défaite, hein, parce que vous pourriez dire, à ce moment-là, pourquoi on serait plus libre quand on gagne et moins libre quand on a la défaite? Non, ça fait partie d'un travail de groupe avec une échéance en moyenne tous les 15 jours. Donc, vous voyez, donc vous remettez, que vous ayez gagné ou pas, il faut que vous soyez performant la fois d'après. Donc c'est un peu différent. Alors, est-ce que lors d'une course automobile, la rivalité avec son coéquipier ne restreint pas la liberté du pilote en lui-même? Alors, celle-là, elle peut enlever un peu de liberté, ça c'est sûr. Ça dépend de la valeur de votre coéquipier, ça dépend le niveau de performance. Parce que c'est d'ailleurs un peu ce qui est paradoxal dans la course automobile, surtout dans la F1. C'est-à-dire que vous avez une équipe de deux pilotes avec la même voiture. Donc votre premier adversaire, c'est quand même votre coéquipier, puisque c'est lui qui a la référence pour les gens qui vous regardent. C'est avec la même voiture, tiens, lui il est meilleur, il a plus de points, ou il va plus vite, etc. Et surtout, ce qui peut vous enlever un peu de liberté, c'est le fait que vous ne pouvez pas, dans ce cas-là. Moi, je l'ai connu plusieurs fois, que ce soit avec Lauda, avec Mansell, surtout avec Senna. Si vous êtes à peu près sur le même pied d'égalité, vous ne pouvez pas avoir toute l'équipe derrière vous qui vous soutient, etc. Donc, vous avez un manque de liberté d'une certaine manière, que ce soit pour certaines décisions, certaines stratégies, certains réglages, parce que vous êtes obligé de partager. Donc, quand on partage, on est un peu moins libre. Et dans ce domaine-là, ça peut faire une grosse différence. Est-ce qu'il y avait moins de consignes d'équipe qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a un leader et le coéquipier s'adapte au leader. Moi, j'ai jamais connu de consigne d'équipe, par exemple. Et j'aurais dû en avoir, en tout cas, mon avantage, par exemple en 90 avec Mansell chez Ferrari. Oui, après, il y a eu... ça dépend aussi des contrats. Moi, j'ai jamais signé un contrat de pilote numéro 1. Bon, je pense que pour certains observateurs, ça a été ma grosse erreur dans ma carrière, mais je ne le regrette pas. Le premier qui a fait ça, c'est Senna. Après, il y a eu Schumacher et puis Hamilton. Donc, mais c'est vrai que pour gagner, par exemple, surtout dans certaines équipes, notamment Ferrari,
Si vous n'avez pas un pilote un peu privilégié, et si vous bagarrez à, on va dire à peu près à égalité avec une autre équipe, vous avez moins de chances de gagner parce que c'est très dur politiquement, il y a une ambiance dans l'équipe qui va être très compliquée à gérer. Donc c'est aussi une manière d'être plus performant. Donc tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, dans les stands, dans les écuries, il y ait beaucoup plus de technologie au niveau de l'automobile. Donc justement, une question était, le développement technologique ne pourrait-il pas se révéler comme un frein à la liberté de la mobilité, avec notamment le développement des intelligences artificielles et du pilotage automatique. Donc là, c'est en général. Oui, en général, moi c'est sûr qu'on perd un peu de liberté. Sur le plan, on va dire, un peu plus philosophique, en fin de compte, pour vous donner un exemple, ce que je dis là au niveau de la F1, c'est véritable sur la voiture de série notamment, peut-être un peu moins, parce que c'est un petit peu moins sophistiqué, mais quand même. Moi, j'avais une vision précise de toute la voiture, de tout ce qui se passait sur la voiture. Aujourd'hui, quand j'étais autour de l'équipe de F1, Renault, Alpine, etc., vous ne pouvez plus avoir cette même vision. Ce ne sont qu'un travail de spécialiste, mais quand je dis spécialiste, très très spécialisé dans chaque domaine. Donc, vous ne pouvez plus même avoir votre propre analyse précise, objective vous êtes obligé de faire confiance. Alors, bien sûr que vous devez écouter tout le monde, mais là, pour le coup, oui, vous n'avez pas de liberté, parce que c'est pour ça que c'est très compliqué même à faire des choix, parce que vous pouvez écouter des gens, et puis là, il faut quand même qu'ils travaillent bien ensemble, mais c'est énormément de domaines, hein. On parle d'une dizaine de domaines, hein. Donc ça va de l'aéro, ça va des matériaux, alors je ne parle pas du moteur, des pneus, des freins, des machins, etc. C'est que des spécialistes. Et donc, vous êtes devant vos écrans. Moi qui n'ai pas été habitué vraiment pendant des années à... Vous avez 10 écrans devant vous, déjà ne serait-ce que pour lire toutes les informations. Vous qui venez je crois, de l'aéronautique, hein, c'est ça ? Sincèrement, c'est extrêmement compliqué. Mais celui qui regarde certains chiffres, notamment moteur, etc., il est incapable de lire un truc au niveau du châssis, au niveau des suspensions, de la température des pneus, etc. Donc il faut vraiment... vous voyez, c'est un manque de... Alors, on peut appeler ça pas de liberté, mais quand même le discernement, pour moi, le fait de pouvoir dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui, vous êtes un peu moins libre et vous devez l'accepter. Et c'est pareil dans tout ce qui est technologique aujourd'hui. Une dernière question, enfin, pour suivre un peu ce développement technologique, est-ce que la perte de sensation, par exemple liée au pilote automatique, pas automobile, ou alors à l'amélioration des sensations lors du pilotage ou même lors de la conduite de voiture de tous les jours, est-ce que on perd pas un peu Alors, 100%, 1000%, il n'y a pas le moindre doute. Prenez une voiture légère, très performante, on va dire, voilà, mais même sans être vraiment performante, vous allez avoir un plaisir. Le poids pour une voiture, déjà, c'est l'ennemi. Voilà. Ce qu'on dit, le poids, c'est un gage de sécurité. C'est pas vrai du tout. Il y a des choses à faire pour la sécurité. Par exemple, ce qui a été fait en Formule 1, tout ce qui est crash test, les cellules de survie, etc. Ça, c'est de la vraie sécurité. Mais le poids en lui-même, plus vous augmentez le poids d'une voiture, qu'elle soit une voiture de course ou une voiture de série, vous avez plus d'inertie. Donc, quand vous avez un choc, il faut qu'elle soit même encore plus solide. Donc, vous lui mettez des poids, puis après, vous lui mettez des trucs pour qu'elle résiste au crash test, etc. Donc, c'est une hérésie. Vous n'avez pas le même plaisir. Moi, jusqu'à il y a 3 ans, j'ai conduit toutes les voitures de F1 chaque année, un petit peu. Voilà. Et la dernière fois, c'est il y a à peu près 3-4 ans, j'ai conduit en même temps la Lotus de l'époque, qui avait 1 an ou 2, la Red Bull, et j'ai conduit ma voiture de ma McLaren de 85 qui sortait du musée. Mais sincèrement, il n'y a pas photo. Vous avez une voiture qui fait 500 kg, 1100 chevaux en 85, c'est-à-dire il y a 37 ans maintenant, et une qui faisait à l'époque entre 800 et 900 chevaux. Aujourd'hui, elles font 800 kg les voitures. Donc, ok, l'aéro est meilleur, les pneus sont peut-être un peu... Non, les pneus peut-être pas, mais l'aéro,
je veux bien, mais ça vous donne aucune sensation. Moi, quand je rentre dans ma voiture, je suis revenu 30 ans en arrière, j'avais l'impression que c'était hier. Parce que vous sentez tout, vous avez un peu de vent, bien sûr qu'il y a l'embrayage et les vitesses normales. Les pilotes d'aujourd'hui ne peuvent pas conduire ces voitures-là, ne peuvent pas, ils ne savent pas comment faire pour utiliser un embrayage et une boîte de vitesse. Mais oui, il n'y avait pas les mêmes sensations. Je vous donne un exemple. Sur la Red Bull, il y a 3-4 ans, il y a un système, vous qui êtes un ingénieur, je crois, quand vous freinez, n'importe quelle voiture, vous freinez fort, l'avant, il va descendre, d'accord ? Sur la Red Bull, si vous freinez, tac, il y a l'arrière qui baisse. Mais quand vous avez l'habitude pendant des années de conduire des voitures comme ça, moi, ça me choque parce que j'ai pas le même feeling dedans. Donc, ça m'enlève du plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Mais peut-être que les pilotes d'aujourd'hui qui ont commencé le karting avec 2 pédales et qui n'ont jamais connu une pédale d'embrayage de leur vie, qui ont toujours connu le simulateur, les jeux vidéo, etc., c'est pour ça que je ne critique pas. Moi, mon temps est passé, mais c'est pas du tout la même chose. Et là, on parle de plaisir, mais on parle en même temps de notion d'efficacité d'une voiture, qu'elle soit Formule 1 ou sur la route. Et c'est là où il faut vraiment réfléchir. Merci. Vous n'avez plus de questions ? Non. Bon, merci beaucoup. Bon, on va pouvoir donner la parole à la salle qui s'impatiente. J'ai vu ça. Donc c'est parti. Bonsoir d'abord. Puisque l'industrie automobile va basculer vers le tout électrique en 2035, est-ce que la F1 thermique est morte et n'existera plus en 2035 ? Alors, bon, ça c'est le sujet depuis des années. Alors, 2035, normalement, c'est la directive européenne, mais je pense qu'il y a encore une petite notion selon les États. On va voir ce qui va être décidé. Mais là, je crois qu'on a évoqué le sujet tout à l'heure. Sur l'électrique, bon, il y a déjà la formule électrique, qui est 100% électrique. Si vous mettiez la Formule 1 100% électrique, on va dire aujourd'hui, demain, c'est sûr que ce serait un échec monumental. On le voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières années. Parce que la Formule 1, c'est un mélange de haute technologie, c'est un mélange d'humain, il en faut bien entendu, heureusement, parce que c'est quand même ce qui nous a manqué aussi quelques années, et une notion de spectacle. Voilà. Et vous n'aurez jamais ça avec la voiture électrique. Je ne le pense pas. Parce que alors, moi je connais bien la Formule 1, puisque c'est un peu moi qui l'ai mise en place avec Jean Todt, et puis j'ai eu mon écurie. C'était quoi la Formule 1 en fin de compte au départ ? Parce qu'au départ, la Formule 1, ce qui était prévu, c'était d'essayer de faire des levées de rideau de Formule 1. Et j'avais dit, moi, de toute façon, si ça m'intéresse pas, moi, ce que je veux, c'est être dans les villes, et uniquement dans les grandes villes, pour pouvoir communiquer donner la crédibilité à la technologie, et essayer avec les villes, justement, de travailler sur une politique de la ville. Parce que moi, ce que j'estime, en tout cas, qui aurait dû être fait, c'est développer la voiture 100% électrique dans les villes. Quand on dit politique de la ville, c'est quoi ? C'est les systèmes de recharge, c'est tout ce qui va avec. Et en fin de compte, ça a été un demi-échec. On n'a jamais réussi à le faire. Mais si vous mettez une voiture électrique, alors oui, il y a eu Monaco, par exemple, sur le même circuit depuis l'année dernière. Ça tourne à 20 secondes des temps, c'est pas le sujet. Mais vous faites une course de 45 minutes maximum. Mais il y a certains grands prix où vous feriez 10 tours, 15 tours. Je ne pense pas que les gens viendraient. Moi, j'ai toujours milité, puisque maintenant, c'est pas le même promoteur, mais pas loin, d'allier la Formule électrique à la F1. C'est-à-dire de faire sur 23 grands prix, de sélectionner, puisqu'on peut le faire, j'ai regardé à peu près sur une dizaine de courses. Vous faites, il y a des circuits, bon, on prend l'exemple de Barcelone, par exemple, que tout le monde connaît ici. On coupe au milieu. Il y a un raccordement où on peut couper. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même distance, on coupe. Et ça permet, sur le plan marketing, malgré tout, sur le plan de la technologie, s'il y a 100 000 personnes, ils regardent la Formule électrique, on donne la crédibilité, et les constructeurs automobiles peuvent aussi communiquer plus facilement, plutôt que de laisser les courses que dans les villes, parce que ça évolue pas trop dans les villes. Et c'est très cher à organiser. Et c'est pas non plus sur le niveau CO2. Pourquoi je me suis retiré ? C'est un peu pour ça aussi, il y a quelques années. Parce que je trouvais que c'était un peu difficile. D'abord de dire à tout le monde, vous allez tous rouler demain en voiture électrique. Ça, c'est pas mon truc. C'est pas vrai. Je sais pas ce que je souhaite. Et en plus, c'était compliqué d'organiser. Ça coûte très cher. Donc je pense que ce sera pas... Par contre, les moteurs, je reviens sur les moteurs actuels de Formule 1. Personne ne connaît bien cette technologie.
Mais on est arrivé quand même avec ces moteurs-là à gagner à peu près, on estime la consommation à 40% moins de consommation. Donc c'est une technologie qui est extrêmement... Mais elle est très difficile à mettre, bien sûr, à mettre en place. Renault a une technologie qui est, grâce à la F1, a amélioré sur le moteur e-tech, là, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que c'est très efficace. Donc on peut aller dans une tendance qui est quand même très efficace là-dessus. Ouais. Double question, cher Alain. J'ai la chance de le connaître un peu, donc je vais le tutoyer. Tu parlais de cette notion, effectivement, de prendre son temps, mais il y a un élément très important dans la carrière d'un pilote, puisqu'il est seul, le pilote, c'est la communication, c'est tout ce qui l'entoure et la façon dont il s'exprime pour pouvoir faire savoir ce qu'il ressent et comment ça se passe. Tu as eu la chance de travailler dans 4 écuries différentes, une française, une italienne, 2 anglaises. Est-ce que ce paramètre-là, comment tu l'as géré? C'est-à-dire que faire passer les messages quand tu fais des choix qui sont différents de celui de ton coéquipier, comment ça se passe pour exprimer des choix différents? Première question. Et la deuxième... Quand je fais des choix, dans une équipe de F1, tu veux dire? Oui, ou globalement dans une équipe par rapport à un autre coéquipier qui peut prendre des choix différents de toi, ou par rapport à des ingénieurs qui te proposent des choses sur lesquelles tu n'es pas forcément d'accord. Est-ce que c'est rigoureusement la même chose chez Renault, chez McLaren, chez Williams ou chez Ferrari? Première question. Et la deuxième... Ta solitude par rapport au choix que tu prends, je vais prendre un Grand Prix emblématique, à celui du Mexique en 90, puisque tu fais le choix pendant le week-end de partir très très en arrière sur la grille, tu pars 13e et tu gagnes le Grand Prix à la surprise générale, puisque personne ne pouvait penser que tu allais gagner le Grand Prix en faisant des choix rigoureusement différents de celui de Mansell qui, lui, était ton coéquipier en pôle. Comment est-ce que ça, justement, tu gères cette solitude-là pour être sûr que tes choix seront les bons et que tu vas pouvoir gagner finalement? La deuxième question rejoint indirectement un petit peu la première, parce que la première, c'est assez facile à répondre. Dans les équipes anglaises, allez, on va dire, c'est le pragmatisme anglais. Tu as ce que tu veux, mais bon, ça reste anglais, on va dire. Mais on arrive à imposer quand même nos choses à partir du moment, c'est des racers, c'est-à-dire que c'est des gens de la course, ils veulent gagner. Et il n'y a pas trop de politique. Bon. Dès qu'on est dans une équipe constructeur, on va dire plus grande, comme Renault que j'ai connu, ou même et Ferrari, et encore un autre domaine. Tout à l'heure, je parlais de Ferrari parce que c'est très compliqué. Moi, j'ai connu Ferrari où on prenait jamais de décision le lundi parce que il y avait un attaché de presse qui devait récupérer tous les journaux italien et si possible à l'extérieur. Ils mettaient tout dans la salle de réunion et tout le monde allait voir les journaux et on prenait les décisions en fonction de ce que disaient les journalistes. Sincèrement, en Angleterre, vous verrez jamais ça. Moi, j'ai connu chez Renault, par contre, des décisions, par exemple en 82, où j'ai abandonné 9 fois pour la même cause. Le petit moteur électrique qui commande l'injection électronique, qui était une filiale de Renault qui s'appelle Renix. Et on n'a jamais eu... on avait ça coûte l'équivalent de 10 euros, hein, 20 euros, je sais pas. On avait l'équivalent avec Magneti Marelli et le management de Renault n'a jamais voulu changer. Personne n'aurait jamais su. Et il suffisait d'une victoire. J'ai abandonné, je crois que tu étais là, Laurent, en Autriche au dernier tour. Une seule victoire, bon, on était champion du monde. J'ai abandonné 9 fois pour la même raison. Et ça, c'est des choses que pareil en 83, d'ailleurs, pour les turbos, entre KKK et Garrett. Donc ça, c'est des histoires que personne ne connaît un peu, que vous n'auriez jamais en Angleterre. Jamais. Parce qu'il y a le pragmatisme anglais qui fait que c'est le résultat d'abord. De toute façon, même s'il faut cacher certaines choses, on le cache, c'est pas un problème. Après, pour ce que tu dis pour 90, oui, c'est même certainement la plus belle course parce que c'est l'analyse de la course. Impossible de faire marcher les pneus de qualification. Et je décide de me qualifier avec les pneus de course, mais en réglage de course, et je règle ma voiture pour la course. Sincèrement, je pensais être 5e, 6e sur la grille, et je me retrouve 13e, 14e d'ailleurs au premier tour. Et c'est drôle parce que j'ai toujours chez moi la feuille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électronique, on avait des feuilles de résultats que j'ai signées à mon ingénieur et au directeur de Ferrari à l'époque en disant « Je vous garantis, je vous parie ce que vous voulez que je gagne la course demain ». Voilà. Et j'ai cette feuille-là, j'ai dit « Je veux que vous signiez ce truc-là ». J'ai toujours ce truc en souvenir.
Et ça a été, oui, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai doublé les 13 voitures devant. Il n'y a pas eu d'abandon. C'était phénoménal, fantastique. Ouais. Bonjour Monsieur Prost déjà. Félicitations pour votre brillante carrière. Juste déjà pour un petit point, vous avez annoncé tout à l'heure 4 fois champion du monde. Il faut savoir déjà que si le système de points d'aujourd'hui était, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous aurez déjà eu plus de championnats. Je voulais juste avoir une question. Aujourd'hui, la F1 évolue. Déjà en 2026, il y a une nouvelle réglementation qui sera mise en place. Moi, je voulais vous poser la question par rapport déjà aux circuits mythiques comme Spa, comme Monaco, comme la France. Aujourd'hui, la F1 évolue très vite et on parle peut-être de disparition de ces circuits-là. Moi, je voulais savoir déjà votre ressenti là-dessus. Et si dans 10 ans, 15 ans, la F1, entre guillemets, existera toujours, puisqu'aujourd'hui, on aura 3 Grands Prix aux États-Unis, beaucoup au Moyen-Orient, donc c'est bien, ça évolue, mais c'est vrai qu'en Europe, on est menacé par la disparition de ces Grands Prix et je veux savoir votre ressenti, savoir si on est confiant pour la suite en F1 en Europe en tout cas. C'est un vrai sujet. Je peux vous dire que je n'ai aucune grande influence là-dessus, hein, parce que il y a 3 sujets en réalité. Bon, d'abord, il faut juste faire un petit retour en arrière il y a 5-6 ans. Je ne sais pas si vous vous rappeliez comment était la F1. Je me rappelle avoir eu une réunion à la FIA, parce que j'ai participé à pas mal de réunions à la FIA, où tout le monde disait mais la F1 c'est mort. Alors, on voyait la F1 chuter. Et puis il y a eu des événements, c'est pas les nouvelles technologies, hein, il y a eu le Covid. Le Covid a fait que la série Netflix a amené un boom incroyable. Les gens regardaient bien sûr chez eux cette série. Les jeunes sont beaucoup plus motivés et intéressés par la F1. Aux États-Unis, ça a flambé d'une manière incroyable. Et la F1 est devenue populaire. Mais devenue populaire, c'est vrai que ce qui manquait, c'était un peu d'humain. Enfin, il y a beaucoup d'humains. Moi, j'ai toujours regretté. Et Netflix a donné des histoires un peu humaines, des histoires de petites bagarres, qui ont été souvent d'ailleurs un peu exagérées à 50%, mais peu importe. Ça a donné une image un peu différente. Et la F1 est en train de monter, mais d'une manière incroyable. J'ai jamais vu, depuis que je connais la F1, des contrats qui ont été signés, par exemple, à Bahreïn ou en Australie pour jusqu'à 2035. C'est incroyable. On signait des contrats de 2-3 ans. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il n'y a pas de secret, le promoteur, c'est-à-dire celui qui organise la course, il paye le prix du plateau. Il n'a droit à rien autour du circuit en termes de publicité. Il n'a droit qu'à une petite partie, à peu près 25%, si vous trouvez un sponsor titre. Voilà. Et c'est tout. Donc les seules recettes qu'il a, c'est les spectateurs. Et il paye en moyenne, on va dire en Europe, ça a été je crois le minimum 8-10 millions, aux alentours de 15 millions d'euros. Pour payer quand vous organisez une course à Abu Dhabi, à Singapour, à Bahreïn, et puis maintenant à Miami, c'est entre 45 et 60, on va dire, en Arabie Saoudite. Donc là, vous avez un écart incroyable. Ça va une partie aux promoteurs et une partie divisée aux équipes, qui, elles, ont eu énormément de problèmes pour trouver des sponsors ces dernières années. Donc il y a un aspect économique. En ce qui concerne la France, par exemple, que je connais bien, il y a 3 problèmes. Il y a le problème du spectacle. Les Américains veulent faire des shows à toutes les courses. Moi, sincèrement, je regrette ça. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des courses un peu exceptionnelles en termes de shows, mais vous ne pouvez pas faire des shows partout de la même manière. Vous ne faites pas au Castellet ou à Spa, je pense, la même manière qu'à Miami, même si c'est complètement artificiel. Le Grand Prix de France, c'est le 3e Grand Prix qui coûte le plus cher. Parce qu'ils ont exagéré aussi. Il faut aussi dire des choses comme elles sont. Donc il y a aussi un peu à rétablir certaines choses. Mais le prix du plateau, je ne le vois pas monter au prix des autres. Alors maintenant, il y a l'alternance. Monaco, c'est encore un autre sujet. Monaco a toujours eu un deal exceptionnellement bas. Donc ils sont en train d'essayer de renégocier. Mais refaire le Grand Prix, refaire le circuit à Monaco pour améliorer les spectacles, ça je ne vois pas comment on peut faire. Donc là il y a une discussion, c'est vrai, sur ces 3 Grands Prix. Moi sincèrement je trouverais que c'est absolument incroyable de perdre ces Grands Prix-là, quitte à faire une alternance peut-être une année sur 2. Il y a aussi, j'ai oublié le côté de la mobilité, notamment l'accès au circuit, etc. Cette année, Grand Prix de France, il s'est plein.
c'est plein, c'est la première fois qu'il y aura autant de monde. Donc on va juger l'accès et la mobilité, et ça c'est ce que veut voir aussi Liberty Media. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. On dit des choses uniquement parce qu'il y a une offre incroyable dans certains pays, l'Afrique du Sud, l'Asie, un Grand Prix de plus en Amérique. Et c'est vrai, regardez 3 Grands Prix, et 3 Grands Prix à 50 millions, ça fait 150 millions contre 45 millions, quoi. C'est 100 millions d'écart. On est vraiment dans le business model. Et c'est ce que je regrette sur la F1, c'est qu'il y a 3 aspects pour moi dans la F1. J'ai tout à l'heure, le spectacle, l'humain, la technologie. Et s'il y en a un qui disparaît, ça ne marche pas. Mais s'il y en a un qui prend le pas, mais d'une manière incroyable sur les 2 autres, je pense qu'à court terme, moyen terme, c'est pas top. En tout cas, paradoxalement, pendant le Covid, Liberty Media a retrouvé les circuits historiques en remettant Imola. Ils ont su que voilà, ces circuits aussi avaient une âme et avaient un intérêt. Non, ils l'ont fait par besoin. Oui, par besoin, mais ça a prouvé qu'il y avait aussi du spectacle mais sur ces Imola, circuits. par exemple, il n'y a pas de discussion sur Imola. Pourquoi ? Bon, c'est vrai que ça a donné un peu plus de spectacle, mais quand même, quoi. Voilà, c'est pas. Il y a quand même quelques. Tout à l'heure, je parlais de manque d'objectivité. Il y a un peu de ça quand même. C'est Prost. Tout d'abord, merci parce que je suis brésilienne. Merci. Ma jeunesse, je vous ai suivi Gentil. avec les disputes avec Sénat. Aujourd'hui, je suis doctorante en sciences de gestion. Je m'intéresse à la motivation, notamment la motivation de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a des ponts avec les sportifs de haut niveau. Donc, ma question est sur ça. Quelle était votre motivation tout le long de votre carrière pour continuer? Vous pouvez nous en parler en tant qu'individu? Attendez, je n'ai pas bien entendu le début. C'est ma motivation pendant toute ma carrière? Oui. Comment vous avez gardé votre motivation tout le long de votre carrière? Si j'ai gardé ma motivation tout le temps pendant... Ouais. Comment vous avez fait? Comment j'ai fait? Alors, je me pose beaucoup la question. Souvent encore aujourd'hui, mais je crois que ça vient de mon éducation et un peu de comment j'ai commencé. Voilà. Commencé d'une manière extrêmement atypique. Tout à l'heure, je disais je voulais être footballeur, c'est mon frère qui était passionné de course. Et j'ai commencé à apprendre comment préparer un kart. Quand j'ai gagné le volant, j'ai voulu gérer moi-même ma propre équipe. J'ai géré pendant 3 ans Formule Renault, Formule Europe et Formule 3. Donc ça m'a créé une sorte et j'ai toujours eu cette curiosité. Voilà. Mais j'ai cette curiosité un peu partout. Hein. Là, on parle d'automobile. Vous voyez que je suis passionné même par l'automobile de série. Pourquoi aujourd'hui je m'en fous? J'ai pas d'intérêt. Hein. Mais ça a été à une époque dans l'art, c'était une époque dans la culture, c'était une époque personne ne sait, mais dans plein de domaines. J'ai construit des golfs, j'ai eu des sociétés de voitures de partage de voitures de luxe. J'ai fait plein de choses qui m'ont intéressé au moment où je ne l'ai pas fait ni par besoin ni par intérêt. Je l'ai fait par passion et par curiosité. Et donc ça me maintient dans ce mood-là. Et j'ai la chance parce que c'est pas fini, j'ai plein de propositions, j'en ai une encore aujourd'hui, parce que les gens savent que si je m'intéresse à quelque chose, je vais le faire bien, et ça n'est pas obligé d'être médiatique, hein, du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que voilà, tant que ça dure, je pense que c'est un muscle aussi en même temps. J'ai l'impression que plus on est dedans dans un domaine, moi j'aime bien partager avec les gens, j'aime la curiosité de rencontrer des gens nouveaux, d'apprendre, quoi. En fin de compte, j'ai pas pu le faire à la Sorbonne, donc c'est un peu indirectement. Et je finis parce que je pense avoir une vision globale j'aime ce que je suis devenu en termes de vision globale, et j'ai pas la prétention d'avoir une vision extrêmement précise sur certains sujets. Mais je pense que c'est la globalité qui fait l'expérience dans cette vie-là qu'on a aujourd'hui. Justement, pour revenir sur vos différentes expériences de management d'équipe, je voulais savoir ce que vous aviez aimé et ce que vous n'aviez pas aimé dans l'expérience de manager. Alors, j'ai pas aimé l'expérience de mon écurie parce que ça n'a pas du tout correspondu à ce que je pensais, ce que je voulais.
Le timing était certainement pas le bon. Bon, il y a eu, vous savez, des moments dans la vie quand vous faites les choses bien, il y a des bonnes choses qui vous arrivent derrière. Après, quand ça démarre mal, il y a tout qui part en saucisse. Mais non, j'ai pas aimé, je vais vous dire la vérité ici, j'ai pas aimé la mentalité française de quand on est manager, quand on est chef d'entreprise. Moi, j'ai un respect incroyable pour les chefs d'entreprise en France. Voilà. Pour les petites et moyennes entreprises. Parce que j'ai vécu un enfer. Voilà. Ça a été un enfer parce qu'en fin de compte, 90-95% de mon temps je devais le faire, bien sûr, pour aller à la recherche de sponsors, à la recherche de moyens, parce que c'était impossible autrement. Mais pour la gestion voilà, j'ai fait 5 ans, 5 années de contrôle fiscal, le contrôle d'URSSAF, comité de décentralisation, et je vous en passe, les gens qui attendaient le vendredi soir pour voir si les gens du management partaient avec des voitures de service ou pas. C'était le quotidien. Donc, moi qui venais de l'Angleterre, parce que j'ai été McLaren pendant très longtemps, puisque j'étais actionnaire de McLaren à un certain moment, je connaissais tellement bien l'entreprise et tellement bien cette mentalité, je me suis dit, là, on ne fait pas du tout le même métier et avec les mêmes problématiques. Donc, certains m'ont critiqué dans le management. Bon, certainement, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, je ne ferais peut-être pas les mêmes choses. D'abord, je ne me mettrais pas en avant. L'écurie ne s'appellerait pas Prost. Je ferais différemment. Il y aura plein de trucs que j'aurais pas. Mais la vraie chose, c'est que je ne l'aurais pas fait en France. Je suis désolé de le dire, mais je ne referai pas une équipe de Formule 1 en France. Et c'est ça qui me gêne le plus, parce que tout à l'heure je discutais avec des jeunes de l'aérospatiale, de Toulouse. Mon objectif, c'était de rendre à la France, un petit peu ce que j'avais pris d'une certaine manière. Voilà. Et je dis et j'ai sauvé l'équipe Ligier. C'est Jacques Chirac qui m'a demandé à l'époque de le faire pour des raisons qui dépasse le cadre sportif. Donc, mais mon idée, c'était de dire, je veux montrer à tout le monde que la France a les moyens d'avoir une équipe compétitive face à des vrais artisans géniaux anglais. Et j'ai été voir toutes les écoles françaises. Voilà, les écoles de calcul, les écoles d'aérodynamique, les écoles de matériaux, etc. Des accords avec l'aérospatiale, avec Altran, avec Eurocopter, etc. J'ai fait tous les deals possibles. Ça prend du temps. On n'a pas eu le temps, en fin de compte, de développer tout ça. Tous les ingénieurs que j'ai pris, qui avaient à l'époque entre 18 et 25 ans, ils sont tous casés dans les grandes équipes ou les grands constructeurs automobiles de F1. Voilà. Notamment, il y en a beaucoup qui sont chez Toyota. Et donc, c'est un succès. C'est un vrai succès d'une certaine manière. Mais cette ambiance ne m'a pas plu. Et pour vous dire vraiment la vérité, je ne sais même pas si j'ai été un bon manager ou pas. Je ne sais même pas. Parce que on fait pas la même. J'ai l'impression que je pouvais faire la même chose que quand j'étais en Angleterre, dans une équipe performante. Parce que j'étais un peu l'adjoint d'une certaine manière les dernières années de Ron Dennis chez McLaren. Donc on avait une manière de travailler qui était. Lui m'a toujours dit, mais toi tu me fais peur quand tu vas aller dans une équipe, tu me fais peur. Mais j'ai jamais pu faire la même chose, jamais. Donc oui, c'est un demi-échec, mais c'est un échec qui m'a fait du bien aussi. Pour en parler à un futur peut-être présidentiable, parce qu'il y a Édouard Philippe dans l'amphithéâtre à côté, donc on pourra lui parler des lourdeurs françaises. Sincèrement, j'ai parlé à tous les présidents depuis 30 ans de plein de sujets, donc que ce soit Mitterrand, Sarko, Chirac, etc. Et rien ne change. Et il n'y a jamais rien qui a changé. Un jour, j'ai dit à Mitterrand, vous devriez faire un truc pour... parce que nous, les pilotes de F1, à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais quand même. Et c'est sur une année. Et puis demain, je peux avoir un accident, je peux machin, etc. Vous devriez nous aider, étaler les choses sur plusieurs années. C'est un bon sujet. Puis en fin de compte, il l'a fait pour Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, mais il ne l'a pas fait pour les sportifs. Voilà. Donc c'est tout la politique. Bonjour. Ici. Je voulais vous demander comment vous viviez le fait que quand vous étiez à l'époque chez Williams, vous avez gagné un Grand Prix. Allô ? Vous m'entendez ? Ouais. Vous avez gagné un titre de champion du monde et actuellement Williams fait partie des écuries les moins compétitives et du Grand Prix. J'aurais aimé savoir comment vous le vivez personnellement, même pour McLaren qui commence à remonter mais qui a eu des années très difficiles. Voilà, merci.
Oui, c'est des équipes, on va dire traditionnelles. Il y a eu entre-temps les équipes, vous vous rappelez, hein, Lotus, Jaguar, etc. En fin de compte, il y a eu justement à l'époque où j'avais l'écurie, il y a eu tous les constructeurs automobiles qui sont arrivés en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, il y avait Ford, BMW, et tous ceux qui sont existants encore aujourd'hui, avec des moyens absolument énormes. Et en fin de compte, les moyens qui ont été dépensés à cette époque-là ont fait une grosse différence. McLaren n'est peut-être pas, on va dire, tout à fait dans le même mode parce qu'ils ont toujours eu pas mal de moyens, mais ils n'ont pas eu les mêmes ressources que Ferrari, qui a eu toujours des moyens supplémentaires par rapport aux autres, Red Bull qui est arrivé avec des moyens considérables sur le plan marketing. Là, on parle, et Toyota par exemple, Toyota qui pendant 10 ans a fait de la F1, n'ont jamais gagné une course, mais ils ont dépensé en moyenne, puisqu'on connaît les budgets, 550 millions d'euros par an en moyenne. Donc, 5 milliards d'euros dépensés sur 10 ans, ils n'ont pas gagné une course. Et en fin de compte, quand on a beaucoup d'argent, surtout à cette époque, maintenant c'est différent avec les budget cap, on investit, on a les meilleurs ingénieurs, on les paye beaucoup plus cher. Moi, quand j'avais l'écurie, j'avais un ingénieur qui s'appelait Gustave Brunner, que j'avais pris chez Ferrari, que je payais à l'époque l'équivalent de 250 000 euros, ce qui était 250-300 000 euros, ce qui était un bon salaire pour nous à l'époque, pas un mauvais salaire pour un ingénieur. Et Toyota l'a pris, ils lui ont proposé 4 millions d'euros par exemple, vous voyez. Donc, quand il est venu dans mon bureau, j'ai dit mais Gustave, vas-y, de toute façon, tu ne seras jamais heureux ici. Donc, et ça a été valable pour plein d'autres cas. Donc ça, les ressources sont stabilisées sur quelques équipes. Et aujourd'hui, ils le payent, quoi. Après, il y a le management, Frank Williams qui était un peu moins, et qui a toujours voulu garder la tradition de son équipe. Et ça, malheureusement, ça c'est aussi comme Ron Dennis un petit peu. En moi, je veux faire toujours à ma manière, etc. Alors que les autres évoluaient, dépensaient, etc. Donc ça n'explique pas tout, mais il y a quand même une bonne raison. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ma question, elle ne concerne pas du tout la F1 parce que j'y connais rien. Et moi, c'est plus le sujet littéralement de la conférence qui m'a interpellée, savoir la mobilité est-elle synonyme de liberté. Je voulais savoir si vous aviez des pratiques ou des manières de cultiver votre sentiment de liberté autrement que par l'ultra-mobilité, et notamment vers des personnes de notre génération chez qui l'idée commence peut-être à s'installer que l'ultramobilité très spontanée, comme par exemple prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, ce sera plus forcément une très bonne idée. Donc voilà, est-ce que vous avez des pratiques ou des conseils ou même des habitudes, des choses qui vous permettent d'avoir l'impression de vous sentir très libre, autrement que sauter dans votre voiture pour aller faire une partie de golf Alors, comme je disais au début, moi je viens d'une génération où on a vécu, je n'irai pas jusqu'à dire c'est mieux avant, parce que mais ces dernières semaines, j'ai passé 4-5 jours à Paris, ce qui m'arrive absolument jamais. Je me suis dit, c'était vraiment mieux avant quand même, je me suis dit, parce que c'est quand même compliqué. Non, mais je plaisante, mais à moitié. Mais non, c'est... je pense que je viens d'une génération où on avait vraiment un sentiment d'être très libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai connu, et c'est pas tout bien, attention, c'est parce que j'ai connu pas d'imitation de vitesse sur les routes, j'ai connu pas de ceinture, pas d'appui-tête. L'appui-tête, c'était le truc qui me choquait le plus, mais vous voyez, et tout ça, c'était même dans notre société. Bon, il y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas tout ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, vous aviez un sentiment un peu de liberté. Et plus on va dans le temps, et c'est vrai que pour des générations comme moi, je suis sûr que c'est pareil pour les gens qui ont vieilli un peu, on se sent de moins en moins libre. Voilà. Parce qu'on a de plus en plus de contraintes. Sincèrement, je j'ouvre la radio, la télé ce matin, je vois, on est obligé de réserver pour aller se baigner dans les calanques et trucs comme ça. Il y a toujours peut-être une bonne raison à tout ça, c'est vrai, derrière. Mais merde, c'est dur quand même, voilà. Donc,
Moi, ma recette, c'est je prends mon vélo et je vais dans la campagne, hein. Je fais du vélo régulièrement, je vais me promener mon chien, je m'évade. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que la notion de temps, pour moi, elle est importante parce que dans une journée, je veux pouvoir avoir mon moment pour travailler, mon moment de liberté, mon moment de partage, enfin voilà, et j'essaye de gérer ça tous les jours, tous les jours. Et voilà, si je pouvais avoir 40 heures dans la journée au lieu de 24, ce serait mieux. Donc, mais c'est ce qui me fait maintenant avancer. Mais si j'ai pas ma nature, je n'avance pas. Je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas ma nature. C'est mon seul moment de liberté. Tout le reste me contraint un petit peu, je suis honnête, ouais, vraiment. Bonjour monsieur. J'avais une question très générale sur comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de la voiture voilà. L'avenir de la voiture. L'avenir de la voiture individuelle, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de la notion de voiture comme un service. Donc une voiture qui n'est plus personnelle, mais qui est partagée ou en location. Voilà. Et d'autre part, sur peut-être l'hydrogène, parce que vous avez parlé de pas mal de technologies, mais pas trop de celle-là. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais on en a parlé un petit peu, mais pour extrapoler, parce que l'avenir, je ne le sais pas. Je peux être critique par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. J'espère qu'on aura un côté raisonnable pour ouvrir un petit peu les technologies, comme je disais. Le seul problème, c'est que je vois aussi, c'est qu'on est capable de prendre des mesures. Alors les mesures, elles peuvent être prises sur le plan national, hein, bien sûr, beaucoup à Paris. D'une certaine manière, on a l'impression qu'on fait une base sur Paris, comme en Europe, on parle de l'Europe. Bon, sur le plan mondial, on ne peut pas prendre des décisions sur le plan mondial. On voit que c'est absolument pas possible. Donc, je pense qu'il faut différencier ce qu'on peut faire dans des grandes villes, notamment comme Paris, et ne pas perturber tout le reste. Ça, c'est la clé. Après avoir dit ça, je ne sais pas, vu ce que l'on nous prépare aujourd'hui, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc, j'ai pas de vision précise. Je crois qu'il faut juste essayer d'alerter un peu les gens. Il y en a qui le font. Moi, je vais le faire de plus en plus, ça c'est sûr. Je vais travailler, comme je disais au début, sur des systèmes de recharge ultra rapides pour pouvoir faire avancer un peu le système au cas où les voitures électriques viennent vraiment en 2030 et 2035 sans moteur thermique, ce que je ne pense pas, et j'espère que j'ai raison, qu'on verra pas ça. C'est-à-dire qu'on verra une sorte de compromis, et puis surtout qu'on puisse dire, voilà, on sélectionne les technologies en fonction de l'utilisation, sans dépenser de l'argent, faire dépenser de l'argent inconsidérément. Voilà, moi c'est comme ça que je la vois, mais j'ai pas de précision en tout cas pour l'instant. Bonjour, vous avez couru sur beaucoup de circuits, fait de la conduite sur glace. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez jamais tenté le Mans, qui est quand même une des courses les plus mythiques au monde, les plus connues? Oui. Non, ben le Mans, c'est un sujet un peu à part parce que je vais vous dire, quand j'ai commencé la Formule 1 en 1980, j'ai eu quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jean-Louis Lafosse et qui était un pilote à l'époque, mais qui était plus qu'un pilote, qui était un vrai manager. Et il m'a dit, je vais m'occuper de toi. Je sais pas, j'avais une très bonne relation. Il a fait quelques trucs pour moi. Et puis, cette même année, il a fait le Mans. Et bon, au Mans, on est sur une voiture avec 2 autres pilotes. Hein, on partage la voiture à 3. Un pilote a été vraiment très très dur avec la voiture. Il passait sur les bordures sans arrêt. Il a endommagé vraiment la voiture. Jean-Louis a pris la voiture et dans la ligne droite, il a cassé la suspension et s'est tué. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et toute ma carrière, elle a été marquée par des événements, que ce soit personnel, avec mon frère, machin, ou avec d'autres pilotes qui ont eu des accidents comme ça, notamment Didier Pironi sous la pluie en 82, etc. Et ça m'a toujours conditionné, j'ai toujours fait différemment après. Donc je me suis dit, je ne ferai jamais le Mans parce que je ne veux pas partager ma voiture avec quelqu'un qui est capable de me faire casser une suspension. Après, quand j'avais changé un peu d'avis, et j'avais cru, je pouvais peut-être aller avec Alpine à l'époque, quand ils ont gagné,
Mais bon, c'était trop tôt. Après, j'ai eu des propositions, c'était pas bien. Et bon, c'est on va dire un événement raté, mais je regrette pas spécialement de pas l'avoir fait. J'aurais aimé le faire ou le gagner avec Alpine ou avec Matra à l'époque, mais j'étais un peu trop jeune. Voilà, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours une petite appréhension par rapport à ça. Ouais. D'ailleurs, même en F1, je faisais très très attention quand on avait ce qu'on appelle le mulet à l'époque. Les pilotes qui partageaient le mulet, bon, j'avais une confiance par exemple en Niki, Lauda, mais pas avec tous les pilotes. Hein. C'était partager une voiture, pour moi, ça a toujours été un problème. On va encore prendre peut-être une ou deux questions. Il n'y en a plus. Si, il y en a une. C'est un peu une joke. C'est un peu une joke, mais je voulais savoir si vos amis vous demandent des conseils pour changer leur voiture. Si vos amis... Ah oui, ah bah oui, ah mais je suis très embêté aujourd'hui. Hein. Ah mais parce qu'aujourd'hui, sincèrement, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je dois acheter comme voiture, parce que tout le monde se pose la question aujourd'hui, je suis très embêté. D'abord, bon, c'est une discussion d'1 heure. Avant, c'est comme un examen chez le médecin en disant qu'est-ce que tu fais, combien de kilomètres, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu emportes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Et c'est pas du tout évident de conseiller à quelqu'un. C'est bon. Alors on a tout résumé, hein, c'est vrai. Hein. Puisqu'on est dans le domaine du joke, vous aviez évoqué tout à l'heure les contraintes qui s'imposent à nous au quotidien. Alors moi j'aimerais vous poser 2 questions. La première, c'est combien de points vous reste-t-il sur votre permis? Combien 2 points, pardon. Ah. Et 2, si vous en avez encore 12, donnez-nous la recette. Ah non, alors, bon, j'ai un permis suisse, hein, donc je suis désolé. C'est le secret. Donc c'est un peu le secret. Donc, mais je suis extrêmement raisonnable sur la route. Voilà. Ça m'arrive de prendre des excès de vitesse comme tout le monde. Hein. Des trucs à 61 pour 60, ça me déglingue comme vous. Hein, mais non, mais je suis très raisonnable sur la route. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je disais par rapport à nos années passées où il n'y avait pas de limitation de vitesse, je ne vois pas une société aujourd'hui où il n'y a pas de limitation de vitesse. C'est absolument inconcevable. Voilà. Après, bon, donc non, je suis pas un pilote, je suis pas un vrai pilote de course. Moi, voilà. Je suis autre chose. Je crois qu'il y avait une question. Là. Une dernière. Une question pour revenir au Grand Prix de France. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la perception de l'automobile dans la société française. Mais quelle est la perception du sport automobile chez les Français en comparaison, puisque vous avez tourné avec Alpine et Renault dans pas mal de pays qui accueillent des Grands Prix, par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde d'ailleurs. Et est-ce que ce n'est pas une explication qui justifie que le promoteur du championnat du monde aille sur d'autres destinations parce que l'intérêt et l'accueil du public, de la société, hein, au-delà du public, est différent? Alors, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que la perception des équipes de F1... Non, la perception du sport automobile dans la société française. Ah, pardon, d'accord. Alors, ça c'est une question difficile parce que c'est sûr que moi qui toujours voyagé partout, vous allez, le meilleur public par exemple du monde, c'est le public mexicain. Par rapport à la course automobile, c'est absolument incroyable. Après, vous avez l'Amérique du Sud, vous avez même le Japon qui est assez fanatique un peu de ça. Bon, la France n'a jamais été extrêmement fanatique, entre guillemets, si on peut dire, du sport automobile, même s'il y a quand même un gros intérêt, parce qu'il n'y a pas que la F1, il y a le rallye, il y a eu plein de... Voilà, mais c'est pas tout à fait... on l'exprime pas de la même manière que d'autres pays, comme les Italiens, etc. Même les Espagnols, quand il y a un pilote compétitif ou pas. Mais moi, je trouve que le public français, par rapport à la course automobile, a toujours été un peu paradoxal.
Rappelez-vous, il y a quelques années, quand le Grand Prix était sur TF1, il n'y avait pas de pilote français. On en a eu 3 d'un coup. Je ne me rappelle plus qui c'était, mais bon, Grosjean, bien sûr, il y avait 3 d'un coup, enfin peu importe qui c'était. Les audiences TF1 n'ont pas augmenté d'un iota. C'est-à-dire que on se pose plein de questions, pourquoi, voilà. Moi, je me pose toujours ces questions-là. Quand j'ai gagné le Grand Prix en 83, au Grand Prix de France, il y avait 37 000 payants pendant tout le week-end, hein, ce qui n'est pas grand-chose. Le circuit fait 5,8 km. J'ai chopé un drapeau comme on faisait à l'époque. Quand je suis arrivé à Signes, il n'y avait plus personne dans mon tour d'honneur. Il n'y avait plus personne. C'était une horreur pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est venu après. Hein. C'était un peu plus. Mais il y a un truc paradoxal que je me suis jamais vraiment expliqué. Et c'est peut-être notre nature. Hein. On l'exprime pas de la même manière. Regardez à Silverstone. Moi, j'ai fait les grands prix à Silverstone. C'était même la tradition. Vous passez le drapeau damier, tout le monde envahit le circuit. Il y a 100 000 personnes sur le circuit. Bon, il se passe au moins des choses, même c'est pas toujours. On n'a jamais eu ça. Et je pense que les Américains ont une vision, encore une fois peut-être un peu subjective, mais quand même qui est comme ça, quoi. On reste encore sur les problèmes de trafic qu'il y a eu dans les dernières années au Castellet. On reste sur des clichés. Nous, on a beaucoup de clichés. Mais je veux dire quelque chose, c'est quand il y a eu le Grand Prix à Magny-Cours, dans les années 2000, moi j'avais l'écurie. Et bien sûr qu'on avait toutes les semaines, c'était réunion de toutes les équipes, etc. Bon, on avait l'hôtel Ibis qui est sur le circuit. L'hôtel Ibis, je crois que les chambres étaient l'équivalent à l'époque de 30 €, quoi. Hein, peut-être même moins que ça. Et puis c'est passé à 1 500 € à 2 000 € pour le Grand Prix. D'accord? Mais il n'y a pas d'infrastructure à côté de Magny-Cours. Les gens allaient en hélicoptère pour trouver des châteaux, pour pouvoir se loger, etc. Et les équipes avaient fait une pétition contre le Grand Prix de France. Bien entendu, je n'ai pas voulu signer. Le premier en tête, c'était Jackie Stewart, qui avait quand même une voix, quand même. Et il voulait faire arrêter le Grand Prix à l'époque. Donc on doit aussi balayer un tout petit peu devant notre porte et savoir un peu ce qu'on veut. Et ce qui est dommage, c'est que ces clichés, ça reste pendant des années. Si cette année, la mobilité, c'est-à-dire le plan mobilité, hein, comme il va y avoir beaucoup de monde au Grand Prix de France, ne réussit pas, on va garantir que les Américains, ils utiliseront ça pour dire on ne fait plus le Grand Prix de France. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même le reflet de notre industrie automobile. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que l'automobile française, on a eu des Bugatti, des Talbot, en dehors des Renault, des machins, tous les constructeurs sont passés par là. Et on n'est pas capable de faire un truc top. C'est ça qui est un peu dommage. Il n'y a plus de questions. Si, allez, une dernière et on arrête. Bonjour. Je voulais vous demander sur le circuit si vous aviez déjà ressenti la peur de la mort. Et si oui, comment vous l'aviez géré et si ça avait été un moteur pour vous durant les courses. La vitesse, ouais. Non, la peur de la mort. Ah, la peur de la mort, oula. Sur le circuit. Oui, non, mais sur le circuit. Non, sur le circuit, c'est. Alors, on a vécu une période très. Là, pour une dernière question, celle-là, elle est chaude. Hein. Mais elle est intéressante parce que justement, bon, moi j'ai connu le début des années 80, une période extrêmement compliquée, hein, parce que des accidents absolument sans arrêt, c'était très très spécial pour moi parce que quand je suis arrivé en Formule 1, bon, c'est vrai que les pilotes à l'époque c'était vraiment une communauté. Et les gens vous accueillaient, les anciens sont là, si tu as besoin de quelque chose, etc. Mais tous, c'était absolument incroyable. Donc on sympathise très vite. On sympathisait beaucoup avec les pilotes français, bien entendu, avec Gilles Villeneuve, qui était canadien, qui parlait bien français, mais avec plein d'autres. Bon, il y a eu l'accident de Patrick Depailler le jour de mon mariage, c'est le 1er août en 80, et c'était quelqu'un avec qui j'étais proche, j'étais avec lui la veille. Et tout de suite, vous rentrez dans le bain, dans de trucs comme ça. Après, j'ai eu des accidents, c'est pas pour faire du morbide, mais quand même qui sont extrêmement durs parce que
l'accident de Didier Pironi sous la pluie à Hockenheim, où on voit des choses absolument horribles. Donc là, c'est pareil, on était très très proches. Donc là, c'est de là où j'ai décidé vraiment. J'ai dit à Gérard Larousse, à l'époque, le directeur de l'équipe, je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, sous la pluie, si j'ai pas envie de conduire, si je trouve ça trop dangereux, etc. Et si t'es pas d'accord avec ça, je retourne à la maison. Je lui ai dit ça dans le motorhome. Ça a été à chaque fois, pour ça tout à l'heure je parlais d'étapes. L'accident de Gilles Villeneuve, absolument incroyable. L'accident le plus effroyable, c'est Elio De Angelis en 86 au Castellet. On n'était que tous les deux et il n'y avait pas de sécurité à l'époque. Il a perdu son aileron. Moi, je suis arrivé derrière, j'ai vu les traces, je ne comprenais pas très bien et je ne voyais pas très bien la voiture. La voiture était retournée comme ça, avec l'aileron sur les rails de sécurité. Moi, je suis arrivé, j'ai essayé de le sortir de la voiture, il était coincé en dessous avec son poids. Impossible d'ouvrir la ceinture de sécurité et la voiture était en train de se consumer, de brûler. Et des accidents comme ça, j'en ai vécu beaucoup. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez pas avoir la même relation avec ce que vous faites, avec votre métier, comme les pilotes d'aujourd'hui n'ont presque jamais connu il y a eu le pauvre accident de Jules Bianchi il y a quelques années et puis Antoine Hubert là, il y a 2 ans. Mais c'est tellement exceptionnel qu'ils n'ont pas du tout la même vision du risque. Et nous, je peux vous garantir que je partais de ma chambre d'hôtel, je rangeais mes affaires avant de partir en me disant peut-être que c'est pas moi qui les rangerai plus tard. C'est-à-dire qu'on y pensait tout le temps. Moi, j'y pensais tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai une notion du risque en me disant il faut absolument conduire ou faire les choses à 95%, 98%, mais jamais à 100%. C'est une sorte de philosophie, mais tout en pensant au risque et à l'accident. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je l'ai dit, souvent on me prenait pour c'était pas normal de le dire à l'époque. C'est comme quelqu'un qui portait les lunettes à l'époque. C'était pour les gens, il était aveugle. C'était pas dans les mœurs. Donc, mais non, j'ai toujours été comme ça. Ok, merci beaucoup à tous pour vos questions. Merci beaucoup Alain, c'était un plaisir. Et puis bonne fin de week-end à tous. Merci, à très bientôt, au revoir.